On est content de vous voir. J'espère que ça se passe bien. Donc, bon, moi, je fais un petit point sur le cours. la bonne décision d'être venu. Point sur le cours, déjà, vous avez pris la bonne décision de venir parce que ce cours est important. Franchement, quand ils bossent eux-mêmes, ils bossent genre en 3 classes de moi, je sais pas toi, mais moi, je m'étais grave sur celui-là. Ah, on peut pas. Ouais. C'est efficace. Tu peux pas mettre le diapo sur le bah, le diapo, il regarde là aussi. Fais le truc socratique peut-être. Non, de deux, ouais. Ouais, t'inquiète. Je sais vraiment pas faire ça, moi. Oh, merde. Et tu l'as pas enregistré, t'as pas enregistré le mot de passe donc... Bah ouais, ça. Putain, la code pasteur. Pardon. On attend 2 minutes, c'est bon. Je suis très tendu après. Je leur fais une petite intro là, du coup, on attend. Ok, alors bonjour à tous. Déjà, on tient à vous dire qu'on est content de vous revoir après la tuite rentrée qui était quand même maintenant il y a assez longtemps. Déjà, on espère que vous allez tous bien, que ça se passe bien à vos cours et que vous accrochez. En vrai, il vous reste plus longtemps à tenir, donc là, il faut s'accrocher. Donc, petit point sur le cours. Déjà, il est assez dur, je préfère vous prévenir. Peut-être qu'il y en a, enfin, peut-être qu'il y a des gens qui l'ont déjà bossé avant de venir, mais de toute façon, ça vous fera une bonne révision. Et voilà, donc ce cours, il faut bien le bosser parce qu'il est assez sélectif. Il est dur, donc forcément, les gens ne le bossent pas tous. Et donc, si vous l'avez bien bossé et que vous avez les QCM l'examen, ça fera une grosse différence par rapport aux autres. Et du coup voilà. Donc, si vous avez des questions, on est en train de préparer le Socrative. On fera des pauses à peu près à chaque changement de personne. Du coup, comme ça, on pourra vous faire les petites réponses. Et voilà, on va bientôt commencer. Ça arrive bientôt, t'inquiète. C'est quoi le nom de la salle? Les feuilles, elle est trop longue. C'est toi qui commence en plus, Anis. C'est moi, elle le fait, t'inquiète. Ça va être top. Mais c'est bon, ça va, vas-y. Attends, je vais poser une question, chef. Tu vas poser quoi comme question? Respire. Oui, c'est bien. Ok, c'est bon. C'est bon, vous voyez bien le nom de la salle? Regarde, je te le mets là, et t'as le diapo là. Okay. En vrai, je l'ai aussi. Donc... Et tu l'as même à la main, si tu veux. Ok, genre, j'ai partout, quoi. Ok. Du coup, sans trop tarder, on va commencer notre cours. Je laisse ceux qui viennent de venir s'asseoir et je commence. N'oubliez pas la salle socrative, c'est pharma-quoi. C'est bien M, pharma et quoi. Pharma-quoi. Ok. Donc ce cours, comme pharmacocinétique et pharmacodynamie, il regroupe pas mal d'autres notions, notamment de biologie cellulaire. Il y en a vraiment pas mal. Vous le verrez avec les récepteurs, etc. On parle aussi d'agonisme, d'antagonisme. Donc vous pouvez faire le parallèle avec le cours sur pharmacocinétique et pharmacodynamie. Donc petite introduction pour expliquer c'est quoi les cibles et les mécanismes d'action du médicament. Donc l'effet d'un médicament va naître. L'effet d'un médicament va naître d'une interaction entre un médicament, donc c'est le médicament que vous consommez, qui contient donc le ligand, et la cible moléculaire. Donc le médicament va se lier à la cible. Lors de cette liaison, on va avoir un effet pharmacologique, d'accord? Alors, je n'ai pas le diapo. Du coup, ça va conduire à un effet pharmacologique. Cet effet, il peut être de deux sortes, soit un effet thérapeutique, donc un effet bénéfique. Par exemple, vous prenez du paracétamol pour un mal de tête, pardon.
l'effet bénéfique, ce sera que votre mal de tête s'arrête. Mais ça peut aussi avoir un effet indésirable, encore un effet toxique. C'est généralement les effets indésirables que vous avez quand vous prenez un médicament en dose normale ou à grande dose. Vous voyez? Du coup, tout ça, ça va dépendre notamment de la cible et de l'intensité de l'effet. Donc, petite image qui est intégrée dans votre Néo normalement, qui est sortie cette semaine, juste pour illustrer le médicament, avec un simple schéma qui se lie à la cible. Ensuite, vous avez des événements intracellulaires qu'on va détailler normalement juste après. Et ça induit un effet pharmacologique. Donc, l'effet pharmacologique, à part si vraiment votre médicament ne se lie pas à la cible, il va arriver. Okay, vous aurez un effet pharmacologique forcément, mais il peut être soit de type thérapeutique ou bien indésirable et toxique. Et des fois, ça peut mêler les deux. Et tout ça dépend du coup de la cible et de l'intensité de l'effet, comme je l'ai dit juste précédemment. Maintenant, quelques définitions. En pharmacologie, il faut savoir qu'une cible va être définie par l'existence d'un ligand, le ligand qui est présent donc dans votre médicament, par exemple, et qui est capable d'activer ou d'inhiber. Alors, inhiber, juste, je fais une petite remarque sur ça. Quand on dit inhiber un récepteur, ça ne veut pas dire produire l'effet contraire. D'accord? Ça veut dire juste le bloquer. Donc, ça peut être le ligand naturel ou encore ligand endogène, celui qui est présent naturellement dans votre corps, donc, comme les hormones, par exemple, qui induisent une réponse physiologique, ou bien encore un médicament. Un médicament, lui, est exogène. D'accord? Donc, il va moduler l'activité de la cible. Bien sûr, on parle ici de la même cible, que ce soit pour la substance endogène ou le médicament qui est donc exogène. Ils vont tous les deux agir sur la même cible. Du coup, cette interaction entre le ligand et la cible va induire une modification du fonctionnement cellulaire qui est donc l'effet pharmacologique. Okay. Donc, il faut savoir que cette liaison est caractérisée par plusieurs facteurs qui sont notés ici. Donc ça, c'est à retenir. Vous pouvez avoir un QCM où on vous liste ces 4 facteurs. Donc, l'affinité ligand-cible, la réversibilité de la liaison, la sélectivité de la cible et l'effet, donc s'il est thérapeutique ou indésirable. Maintenant, on a fini notre introduction, on va voir les principales cibles du médicament. Donc, il faut savoir qu'il existe 350 cibles environ. 290 sont codées par le génome humain et 60 appartiennent aux organismes pathogènes. Donc, la cible peut se trouver par exemple sur une bactérie, dans notre système intestinal par exemple. Et il faut savoir que la plupart de ces cibles sont des protéines. Donc, la moitié des cibles sont des glycoprotéines de la membrane plasmique. D'accord? Donc, vous avez des connaissances en biologie cellulaire, donc vous savez normalement ce que c'est des glycoprotéines au niveau de votre membrane cellulaire. Et du coup, ce qu'on dit ici, c'est que la moitié des cibles sont des glycoprotéines. Et cela dépend bien sûr des propriétés physico-chimiques des récepteurs, des médicaments, pardon. Du coup, ce petit camembert va récapituler tout ça. En vrai, c'est cool de connaître. Je précise, mais l'année dernière, on avait 3 QCM sur cible mécanisme d'action, sur 15 QCM. Et on va vous révéler ensuite le nouveau nombre de QCM, normalement. Et du coup, vous pourrez faire le parallèle. Tout ça pour dire, donc il y a 25% de types de cibles qui sont des inhibiteurs d'enzymes. 25% sont des récepteurs couplés aux protéines G. 15% autres récepteurs membranaires. 10% sont des récepteurs nucléaires. 15% sont des canaux et pompes ioniques et de transporteurs membranaires. Et 50% cibles diverses. J'ai fait que lire le camembert, mais voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On a Socrative, c'est pharma-quoi, la salle, on répète. Pharma-quoi, comme QUOI. Du coup, nous, on va commencer la partie sur les récepteurs. Du coup, de manière générale, ce qu'il faut savoir sur un récepteur, c'est que de base, c'est une protéine. Et du coup, sa fonction à cette protéine, ça va être de lier un ligand et ça va induire une modification du fonctionnement de la cellule. Du coup, les interactions et les protéines, plus particulièrement même, elles peuvent être membranaires ou intracellulaires, c'est-à-dire qu'elles vont être soit sur la membrane de la cellule, soit dans le cytosol. Et après, elles peuvent aussi être
dans un complexe, c'est-à-dire qu'elles vont être liées avec des canaux ioniques ou des enzymes. Les enzymes, du coup, c'est des protéines aussi. Et après, on a même un type de récepteur qu'on va beaucoup détailler, qui est super important, comme vous l'a dit Anis, c'est les RCPG, les récepteurs couplés aux protéines G, et c'est un système de transduction intracellulaire. Donc ça, je vais vous expliquer un peu, ça a l'air compliqué, mais ça va. Donc, on va faire un petit rappel sur les types de médicaments qui existent. Donc, les médicaments, déjà, comme il vous l'a répété, c'est bien des ligands exogènes. Vous ne faites pas avoir en QCM, c'est le genre de piège qui tombe. Donc, on peut avoir des agonistes. Un médicament agoniste, ce qu'il fait, c'est juste reproduire l'effet d'un médiateur naturel qui est dans votre corps. Par exemple, si vous avez un problème de croissance, on va vous donner un médicament qui va simuler ce que fait une hormone de croissance. Ça, c'est un agoniste. Un antagoniste, très important, on insiste, il ne fait pas l'effet inverse. Il va juste bloquer le mécanisme naturel. C'est-à-dire que si, même si je ne pense pas que ça existe, mais on reste dans notre exemple, un truc qui bloque les hormones de croissance, il ne va pas vous faire rétrécir. Il va juste bloquer ce mécanisme de croissance. Et après, le dernier type de médicament, il est un petit peu différent, c'est autre chose. Ça s'appelle les modulateurs des sites allostériques. Donc en fait, ça va être des médicaments qui vont changer la conformation du récepteur. Et donc, comme le récepteur est plus ou moins fermé ou plus ou moins ouvert, il va être plus ou moins apte à recevoir le ligand. Donc c'est encore autre chose. Donc là, on va attaquer la grosse partie sur les RCPG. Ça, c'est important à connaître, hein, parce que, évidemment, comme il y a 25% des médicaments qui agissent avec ça, c'est très important. Donc, on vous a dit que c'était la plus grande classe de médicaments. C'est aussi vrai pour les enzymes, puisque c'est le même pourcentage. Donc, dans tous les cas, vous comptez vrai si on vous dit que les enzymes, c'est la plus grande classe, ou les RCPG, c'est la plus grande classe, c'est pareil. Donc, enfin, c'est pas la même chose, mais c'est le même pourcentage, donc vous comptez vrai tous les deux. Du coup, déjà, c'est un récepteur, donc c'est une protéine qui a 7 domaines transmembranaires. C'est-à-dire que votre récepteur, bah voilà, il aura 7 domaines qui sont disposés en cercle. Et à l'intérieur, il y a une espèce de cavité. Et c'est cette cavité qui va accueillir le ligand ou le médicament, enfin le ligand naturel ou le médicament. Du coup, vous allez voir, il y a pas mal d'exemples. Le prof en donne pas mal. Il y a les récepteurs muscariniques de l'acétylcholine, ceux de l'adrénaline aussi. Il y a plein d'hormones. Il y a la dopamine, il y a les prostaglandines, les leucotriènes. Tout ça, vous verrez, c'est des noms qui vont vous être familiers au fur et à mesure. Là, vous avez un peu paniqué, mais ça va. Donc, nous, on va en détailler 3. Déjà, on a le cas de la morphine. Donc, je pense que vous avez déjà tous entendu le nom de la morphine, mais est-ce que vous savez vraiment ce que ça fait? Je ne pense pas. Du coup, déjà, à savoir, c'est un agoniste. La morphine, ça va se lier sur les récepteurs opioïdes. Mu, c'est la lettre grecque. Et du coup, c'est localisé dans le système nerveux central. Et en fait, la morphine, c'est un agoniste parce qu'elle va mimer l'effet des opioïdes, qui sont endogènes de base. Et donc, ça va avoir un effet antalgique très puissant. On a un autre agoniste qui est cité par le prof à connaître, c'est le salbutamol. Et celui-là, je pense que vous connaissez peut-être parce que c'est ce qu'il y a dans la ventoline, par exemple. Et c'est aussi un agoniste, mais ce n'est pas l'agoniste du même récepteur, c'est pour les récepteurs bêta-2 adrénergiques. Et donc, du coup, ça va avoir comme effet de bronchodilater et aussi de la relaxation de l'utérus, en fait. Donc, c'est ce qu'on donne aux asthmatiques, entre autres. Et maintenant, on va donner un troisième exemple. Et cette fois-ci, ce n'est pas un agoniste, c'est un antagoniste. Et c'est l'atropine. Donc, celui-là, si vous avez étudié ma fiche Histoire du médicament, vous savez ce que c'est. Du coup, c'est un antagoniste des récepteurs de l'acétylcholine. Et l'atropine, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais du coup, ça a un effet midriatique, c'est-à-dire que votre pupille se dilate. Ça donne des grands yeux noirs. Et du coup, je ne sais pas si je l'ai mis dans ma fiche, mais le fun fact, c'est que c'est extrait de la belladone. Belladone, ça veut dire belle femme. Et du coup, les femmes, elles prenaient ça pour dilater leurs yeux, genre avoir des grands yeux noirs, charmeurs et tout. Voilà. Et du coup, voilà, il faut retenir que c'est un antagoniste de l'acétylcholine qui, elle, normalement, sert à, entre autres, hein, c'est un seul truc que ça fait, ça constricte la pupille. Voilà. Donc, les RCPG. Donc, on a dit qu'ils avaient 7 domaines transmembranaires disposés en cercle avec une cavité. Ça, je pense que c'est bon, vous allez vous en rappeler. Et en fait, la partie extracellulaire, ça va être une amine. Et la partie intracellulaire, c'est un carboxyle. Une petite info à connaître, ça peut totalement tomber. Là, on continue la description. Hein. Je vous donne des infos comme ça, mais il faut tout savoir, désolé. Du coup, ces récepteurs, qu'est-ce qui se passe? S'ils reçoivent un agoniste, en fait, ils vont changer de conformation. Et en changeant de conformation, ils vont activer la petite protéine G qui est à côté. Et cette protéine G, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'une fois qu'elle est activée, elle va moduler l'activité
soit d'une enzyme, soit d'un canal ionique. Je vous ferai un récap, ne vous inquiétez pas. Donc, je vais dire l'agoniste, il va activer le RCPG. Le RCPG, une fois activé, il change de conformation, ce qui active la protéine G. Et la protéine G, elle va moduler, en général activer l'activité d'une enzyme ou d'un canal ionique. Du coup, l'enzyme ou le canal ionique, il va produire un second messager, ce qui a pour conséquence toute une cascade intracellulaire. Voilà. Alors qu'un médicament antagoniste, cette fois-ci, il ne va pas du tout permettre au récepteur G de bouger sa conformation, il va le bloquer complètement. Et donc, du coup, les protéines G ne sont pas activées. Et voilà. Bon, ça, c'est le principe de l'antagoniste, du coup. Et il peut se lier soit au niveau du site d'action, comme je vous le disais, vous savez, la cavité au milieu du cercle, soit sur un autre site. Ça, c'est, vous savez, le truc de les antagonistes compétitifs, non compétitifs, qui ne se lient pas sur le même site. Voilà. Donc, je vous refais le récap parce que c'est quand même hyper compliqué. Donc, on a la liaison du ligand sur le RCPG dans la cavité, là, au milieu du cercle. Si c'est un agoniste, du coup, ça active le RCPG qui va changer de conformation. En changeant de conformation, il va activer la protéine G. La protéine G, elle module l'activité d'une enzyme ou d'un canal ionique qui, du coup, va produire un messager intracellulaire qui va, du coup, faire son rôle et faire bouger la cellule. Alors que si c'est un antagoniste, ça bloque juste le récepteur et il ne se passe rien avec la protéine G. Voilà. Est-ce que c'est clair ou pas? Je vous ai perdu? Ok, super. Je sais que c'est un peu dur, mais voilà. Ouais, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est là pour ça. De toute façon, on a le temps. Alors, on avait une question, c'est quand on a une cible pathogène, du coup, c'est quand on a une grippe, donc le médoc va agir sur cette sorte de bactérie, c'est ça, comme les antibiotiques. Alors, en gros, c'est à peu près ça. Il faut savoir que donc, les agents pathogènes, donc, que ce soit virus, bactéries et tout, ils ont les mêmes, enfin à peu près les mêmes récepteurs que nous, les humains. Donc, ça va être les canaux ioniques, les enzymes, etc. Du coup, quand on va agir sur un agent pathogène, c'est comme si on agissait sur une cellule humaine, sauf que du coup, c'est sur une bactérie et que là, le but, c'est de la tuer. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais de toute façon, c'est à la fin du cours. Il y a une partie spéciale sur ça. Du coup, voilà. On reprend avec les trucs compliqués. Du coup, là, en soi, il va y avoir un tableau dans la fiche que vous allez devoir apprendre. Je ne vais pas vous le faire parce que ça ne sert à rien. Je vais juste vous le lire. Vous n'allez rien retenir. C'est nul. Donc là, je vais juste vous dire les diverses réponses pharmacologiques qu'on peut observer justement avec un ligand qui se lit sur un RCPG. Donc, en fait, ça va dépendre toujours du sous-type de récepteur et de sa localisation tissulaire. Ça veut dire que si votre RCPG il est dans telle ou telle partie du corps, ça n'aura pas du tout la même action. C'est logique. Il n'y a pas les mêmes enzymes, il n'y a pas les mêmes canaux, tout ça. Ça dépend aussi du sous-type de protéine G. Les protéines G, il y a plein de types. Donc, justement, c'est dans le tableau que je ne vous ai pas lu. Il y a la GS, GI, GQ, etc. Et elles n'ont pas les mêmes rôles. Après, ça dépend aussi du type d'effecteur final. Donc ça, c'est-à-dire, est-ce que à la fin, vous savez, la protéine G, je vous ai dit qu'elle modulait l'activité soit d'une enzyme, soit d'un canal ionique. C'est ça l'effecteur final. Ça dépend quelle enzyme va être modifiée ou quel canal ionique va être modifié. Et la chose aussi à retenir dans cette partie, vraiment plus, retenez dès ce soir, c'est les principaux seconds messagers. Donc ceux qui sont produits par les effecteurs finaux. C'est l'AMPC et le DAG. Voilà, AMPC et DAG. C'est des noms, c'est barbare, il faut connaître. Dis-moi. Les messagers terminaux. J'ai pas parlé de messagers terminaux. Tu veux dire effecteur terminal? Ok. En fait, là, si tu veux, dans ta cascade, tu vas avoir donc, tu sais, le récepteur qui change de conformation, qui active la protéine G. Elle module l'effecteur terminal. L'effecteur terminal, c'est soit l'enzyme, soit le canal ionique qui est modifié par la protéine G. C'est pas un messager, c'est genre vraiment c'est une protéine. Et lui, il produit un messager. Et le messager, c'est juste une molécule qui va donner un signal dans ta cellule, en fait, comme l'AMPC ou le DAG. C'est des substances, un peu. Une hormone, ça peut être un messager aussi, qui du coup envoie un signal à ta cellule qui va changer sa façon de faire. Est-ce que c'est bon ou pas? Bon, c'est ça le tableau que je ne vous lis pas parce que ça ne sert à rien, mais il faudra apprendre. C'est les noms des RCPG à connaître. Dans la remise, vous avez un tableau qui parle avec les effecteurs, les seconds messagers.
Ce qu'il faut retenir, c'est surtout que les principaux seconds messagers, c'est l'AMP cyclique et le diacylglycérol DHG. Donc voilà, il faut les connaître. Petit tips, c'est que en vrai, ça, vous ne voyez pas qu'en pharmaco, les effecteurs adénylaticlase, phospholipase C, canal potassique, vous le voyez en biocell, dans le cours sur la signalisation, ou encore la seconde messager comme la MPC, qu'on voit aussi en biocell, ou le DAG. Donc vraiment, ça rentrera assez vite pas en faisant le parallèle avec les autres cours. Sinon, j'ai une question qui dit: pouvons-nous dire qu'un antagoniste inhibe une cible ou un récepteur dans la mesure où il le rend inactif en empêchant la fixation du ligand? Un item disant qu'un antagoniste inhibe un récepteur serait-il juste? En soi, oui. Quand tu inhibes un récepteur, tu l'inhibes, tu le bloques, il ne fonctionne pas. Donc, en conséquence, tu vas avoir un phénomène qui ne se produit pas. Donc, c'est juste de dire qu'il l'inhibe. Par contre, dire qu'un antagoniste va faire produire l'effet inverse que celui que produit le médiateur naturel, donc l'agoniste, ça c'est faux. Dire que ça inhibe un récepteur, c'est totalement juste. Juste tout à l'heure, j'ai fait la remarque parce qu'on peut facilement tomber dans le piège. Ok, du coup, on passe à la troisième partie sur les récepteurs. Ça va être les récepteurs activité. Mais non, pourquoi c'est. Ah ben voilà, il était là le tableau en fait, sorry. Hop, désolé. Voilà, donc on passe aux récepteurs à activité enzymatique. Donc il faut savoir que les récepteurs enzymatiques vont être constitués d'une chaîne protéique qui va être transmembranaire. Vous avez remarqué que depuis le début, on parle que de localisation, que de transmembranaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un récepteur donc, qui va faire le lien entre l'extérieur et l'intérieur. Donc c'est facile de comprendre qu'il traverse la membrane. Voilà, c'est super important. Il y a des pièges qui peuvent tomber sur ça. Voilà, donc cette chaîne protéique, elle va contenir l'activité enzymatique. Donc, c'est ce qui va nous intéresser principalement pour avoir l'expression du ligand. Donc, quand on va avoir notre ligand qui va se lier au récepteur, on va avoir une activité enzymatique. Et ça va faire quoi? Ça va modifier la conformation des protéines intracellulaires. Donc, en gros, ça va faire que la cellule, elle va exprimer diverses protéines ou quoi. Donc, c'est tout l'intérêt. Donc, c'est en gros l'effet pharmacologique pour faire plus simple. Hop. Oui, donc si je lis la diapo, en vrai, ça fait liaison ligand-récepteur, paf, modification de la conformation des protéines intracellulaires, paf, activité enzymatique, donc effet pharmacologique. Alors, je vais un peu expliquer le mécanisme, le mécanisme général et après on verra pour différents types de récepteurs. Donc en gros, au début, ça va faire liaison ligand-récepteur, phosphorylation des protéines intracellulaires. Donc en fonction du récepteur, ça change de protéines. Ensuite, activation de la transcription. Donc, transcription, ça va être en gros les ARN messagers qui vont permettre ensuite de faire la traduction. Du coup, donc voilà, synthèse d'ARN messagers, puis de protéines grâce à la traduction, et bim, croissance cellulaire. Donc ça, c'est le mécanisme général. On a trois types, nous, en tout cas, dans le cours, on regarde trois types de récepteurs. Donc, on aura ceux à activité tyrosine kinase, ceux à activité tyrosine phosphatase et ceux à activité sérine tréonine kinase. Bon, le dernier, on s'en fout un peu parce qu'il n'y a pas de. Enfin, on n'explique pas plus que ça, donc juste retenez qu'il existe. Donc, pour le premier, il faut savoir qu'il y a des cibles particulières pour celui-là. Donc, ça, je me rappelle, moi, quand j'étais en P1, ça tombait. Donc, cible de l'insuline, de facteurs de croissance, donc VEGF et EGF. Ça, normalement, il me semble que vous l'avez vu en embryo, je pense, si je ne dis pas de la merde. Aussi d'hormones de croissance, d'érythropoïétine pour tout ce qui va être le sang, etc. Et aussi les nouveaux médicaments qu'on va voir juste après, donc notamment en cancérologie. Il y a les récepteurs à activité tyrosine phosphatase. Bon, en gros, la différence entre les deux, c'est que, je ne l'ai pas mis dans la diapo parce que c'est un peu compliqué pour une première lecture du cours, mais ceux tyrosine kinase, ils vont se faire phosphoryler sur leur résidu tyrosyle et les tyrosine phosphatase, ils vont se faire déphosphoryler sur leur résidu tyrosyle. Bon, ça, franchement, ce n'est pas le premier truc à retenir en tout cas. Bon, je vous ai parlé des nouveaux médicaments qui concernent les tyrosine kinases. Donc, ça va être quoi? Ça va être les thérapies ciblées, donc notamment les ITK. ITK, c'est quoi? C'est inhibiteurs de tyrosine kinase et aussi les anticorps monoclonaux. Donc, on va commencer en parlant, par exemple, des récepteurs de facteurs de croissance. Hop, je vous mets ça tout de suite. Voilà. Donc, le GFR, pour EGF récepteur, en fait, c'est tout con. Donc, en gros, notre ligand
bah, qu'est-ce qu'il fait logique? Il se lie au récepteur libre. Donc, le GF se lie à le GFR, pardon, et activation de l'activité tyrosine kinase. Donc, il y a un truc un peu plus compliqué, ça s'appelle la dimérisation du récepteur et l'autophosphorylation. En fait, tout ça, ça rejoint, enfin, c'est des mécanismes plus détaillés qui font partie de l'activité tyrosine kinase. En fait. Ça permet d'avoir quoi? Ça permet d'avoir l'augmentation de l'activation. Bah, ça s'active plus. Du coup, on a une transduction du signal. Transduction, c'est quoi? C'est en gros, bah, ça va exprimer une certaine partie de l'ADN pour avoir ensuite une prolifération cellulaire. Du coup, par exemple, nous, dans un cancer, et ben, ce qu'on va vouloir, c'est arrêter cette prolifération cellulaire. Du coup, on va faire quoi? On va avoir des antagonistes, enfin des inhibiteurs de facteurs de croissance. Et c'est ce qu'on va avoir, par exemple, avec le cetuximab. Ça, c'est pour le cancer du côlon. Ou l'erlotinib, ça, c'est pour... non, je vous ai dit quoi? Cetuximab, cancer du côlon, et erlotinib, cancer du poumon. Pas confondre les deux, évidemment. Hop. Bah, du coup, voilà. Alors, tout simple. Là, on va avoir notre cetuximab. Il va se fixer sur le récepteur EGFR. Du coup, bah, logiquement, si là, mon petit EGF, il arrive, bim, hop, il ne peut pas se lier puisqu'il y a déjà le cetuximab. Du coup, toute la voie en aval, elle ne peut pas avoir lieu. Là, on a un autre médicament dans le même type de cancer, c'est le gefitinib. Bon, en gros, ils font le même effet, mais la différence, c'est que lui, il ne va pas se lier directement au récepteur, il va avoir un contrôle allostérique, c'est ce dont on vous parlait tout à l'heure. En gros, il est à distance et il va empêcher l'autophosphorylation. Du coup, pareil, toute la voie en aval n'aura pas lieu. Mais lui, par contre, il ne se bloque pas, enfin, il ne se met pas sur le récepteur. Voilà, c'est ça la différence. Oh, la souris. Voilà. Donc, bon, il y a une partie sur les thérapies ciblées, mais normalement, si vous avez compris comment ça fonctionne, que vous avez un médicament qui se fixe sur votre récepteur, bah, le récepteur, il est bloqué, il n'y a plus le ligand qui peut venir, donc toute la voie en aval, elle n'a pas lieu. Pas de déphosphorylation, pas de phosphorylation, et donc pas de croissance, en fait. Donc, comme ça, on nique le cancer. Toc, c'est à part. Il y a des questions? J'ai pas vu. Oh non. Ah, purée. Alors, ça peut paraître un peu barbare comme ça, mais si vous prenez le cours dans son ensemble, essayez de comprendre que là, on est en train de parler des différents récepteurs. À quoi ça sert? Chaque récepteur, lorsqu'il est activé, va produire un résultat. D'accord? Donc, ça peut être produire de l'insuline, ça peut être avoir sommeil, ça peut être augmentation ou diminution de la tension artérielle. Donc, le but du pharmacologue, ça sera d'étudier tous ces récepteurs afin de pouvoir les activer ou les inhiber selon le besoin physiologique. Et ça sert à ça d'apprendre tout ça, quoi. Mais vraiment, ça sert, même dans les années supérieures, même si on ne dirait pas. Donc, on va continuer avec les récepteurs canaux. Donc, on a vu les récepteurs couplés aux protéines G, on a vu les récepteurs enzymatiques. On passe aux récepteurs canaux. Alors, juste attention, les récepteurs canaux font partie des canaux ioniques. Il y aura une prochaine partie qui s'appellera canaux ioniques. On détaillera 3 types de canaux ioniques. Et parmi eux, il y a les récepteurs canaux. Mais vu que c'est une partie un peu spéciale, on la met toute seule au début. Il faut savoir que les récepteurs canaux sont des récepteurs, logique. Il y a une structure de canal, logique aussi, avec un site de fixation pour un ou plusieurs ligands sur leur partie extracellulaire. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Dans un canal ionique, on peut résumer ça en disant que ce canal contient 2 parties. La partie où va se fixer le ligand, donc le médicament, et la partie ionique, parce que on parle d'ions, donc forcément, il y a des ions qui passent par ce canal. Donc, qu'est-ce qui se passe? Déjà, on va donner quelques exemples, comme l'acétylcholine, GABA, glutamate, sérotonine. Il faut savoir que la liaison du ligand naturel ou encore du médicament va permettre un transfert d'ions qui est à l'origine de la réponse cellulaire excitatrice ou inhibitrice. Donc, pour mettre en parallèle avec vos cours de physiologie sur le potentiel d'action cardiaque et neuronale, notamment, quand vous avez un transfert de calcium, d'ion calcium et d'ion sodium, vous avez une dépolarisation. Alors que si c'est un transfert d'ion chlore, c'est une polarisation, si je ne me trompe pas. J'espère pas. Ok, ça va. Donc, en gros, le médicament il va venir se fixer sur votre récepteur canal. Et quand il se fixe et que c'est un agoniste, il va moduler ça. Il va dire, OK, tu peux ouvrir le canal. Et donc, en ouvrant le canal, vous allez avoir, par exemple, du sodium
ou encore du calcium qui rentre dans la cellule, ce qui provoque une dépolarisation. Donc, ça l'active, la cellule. Ou dans d'autres cas, ça sera du chlore qui rentrera, parce que le canal est fait pour ça. Dans ce cas-là, c'est une polarisation. Okay, et on va détailler ça avec des exemples. Certains médicaments antagonistes peuvent justement bloquer ces récepteurs canaux. Donc, on a d'abord les récepteurs nicotiniques, canaux de l'acétylcholine. Donc, il faut savoir que ces récepteurs canaux sont perméables aux ions sodium. Donc, ça provoque quoi dans la cellule? Polarisation ou dépolarisation? C'est marqué, ok. Ok, ça provoque donc une dépolarisation. On donne par exemple l'exemple des curares. Alors, les curares, ça sera un médicament utilisé pour bloquer le récepteur canal. Ok, donc, ça va un agoniste, c'est un antagoniste. Il se fixe sur le récepteur canal, il bloque l'action, donc le canal ne s'ouvre pas, donc le sodium ne passe pas, et ainsi, ça va bloquer ces récepteurs nicotiniques et la transmission nerveuse au niveau de la plaque motrice. Donc, il n'y a pas de contraction musculaire. Est-ce que jusque-là, ça va pour la compréhension des récepteurs canaux? Et du coup, il y a un type de poison qui s'appelle le curare, et en fait, il a exactement cet effet-là. C'est juste que ce n'est pas utilisé dans une sphère médicale. Et pour la question que j'ai eue juste sur les tableaux, c'était est-ce que les tableaux au début sont complémentaires? Et oui, totalement, parce que dans celui avec les encadrés rouges que je vous ai montré, il y avait les types de protéines G, et l'autre tableau détaille ce que font chaque protéine, enfin ce que fait chaque protéine G. Autre exemple, ce sera le récepteur canal de la sérotonine, qui est aussi appelé 5-HT3. Donc, il est perméable aux ions sodium aussi. Vous avez un exemple, ce sera les cétrans. Les cétrans, donc, c'est un type de ligand, c'est un antiémétique. Ça va bloquer l'entrée de sodium. Okay, donc, les cétrans, quand ils vont se fixer au récepteur canal, c'est le même mécanisme qu'avant. Ça va bloquer du coup ce récepteur canal. Il ne s'ouvre pas et ainsi le sodium ne peut pas passer. Donc, ces récepteurs 5-HT3, il faut savoir qu'ils sont très impliqués, notamment dans les vomissements lors de chimiothérapie anticancéreuse. Donc, on donne ce genre de médicaments aux patients qui vomissent beaucoup pour les soulager. Alors, dernier type de récepteur, ce sera le récepteur GABA-A. Donc, il faut faire attention. GABA, ce sera l'effecteur et le récepteur GABA-A, c'est le récepteur. Il y a une petite nuance. Donc, le GABA, c'est le principal neuromédiateur inhibiteur du système nerveux central. Okay, alors là, par contre, il faut savoir que ces récepteurs est perméable aux ions chlorure. Donc, ça provoque une polarisation, une dépolarisation. C'est écrit, hyperpolarisation. Donc là, vous voyez, c'est un peu, c'est facile d'être pigé sur ça. Dans l'exemple que je vais donner, ce sera des médicaments comme les benzodiazépines, le phénobarbital ou encore le zolbitam. Ils vont favoriser l'activation du récepteur canal. Mais quand vous favorisez l'activation du récepteur canal, est-ce que la cellule est activée ou pas activée? Levez la main si vous pensez qu'elle est activée. Ok, donc je pense que vous avez compris. Dans ce cas-là, vu que c'est perméable aux ions chlorure, le fait d'activer le récepteur canal va faire rentrer les ions chlorure et donc provoquer une hyperpolarisation. Et ce n'est pas pour rien qu'on dit que le récepteur GABA-A, le GABA, le principal neuromédiateur inhibiteur du système nerveux central. Donc, ça a des effets pharmacologiques qui sont utilisés, par exemple, pour l'hypnose, ou encore comme antiépileptique, ou encore comme anxiolytique. Il faut savoir aussi que certains médicaments peuvent agir comme des modulateurs des sites allostériques. Donc, il ne se lie pas sur le site du médiateur. Donc, par exemple, le GABA ne se lie pas directement sur... Enfin, oui, le GABA se lie sur le récepteur GABA-A, mais pour les médicaments qui agissent sur les sites allostériques, ils vont se lier sur un autre récepteur, ok, et vont provoquer une modulation du canal. Donc, ils peuvent, par exemple, moduler l'ouverture du canal ou sa fermeture, vous voyez? Lorsque le nombre de sites allostériques est important, on peut observer une variété importante d'effets pharmacologiques. Juste avant de passer la parole à Louis, j'aimerais faire un parallèle avec le cours de pharmacodynamie. On avait parlé des antagonistes non compétitifs et compétitifs. Je ne sais pas si vous en souvenez, j'espère que oui. Et pour l'exemple des antagonistes non compétitifs,
on avait dit qu'il se fixe sur un récepteur autre que celui du médiateur endogène. Vous vous souvenez de ça? Donc, on peut faire un parallèle avec ça pour comprendre. Quand on module un site allostérique, pensez à l'antagoniste non compétitif qui va se fixer à un autre récepteur de la cellule que celui du médiateur endogène et qui va entraîner par exemple une fermeture de la cellule, une fermeture partielle, ou encore une ouverture. Là, on module du coup les sites allostériques. Vous voyez, ça ne va pas provoquer l'ouverture ou la fermeture du canal pour faire entrer les ions directement, mais ça va juste le moduler, l'ouvrir plus ou le fermer plus. Vous voyez? C'est un peu flou. Ok, alors on a eu une question. Vous pouvez redéfinir le mot allostérique SVPPPP. Donc je pense que c'est important. Alors, donc, si tu prends ta cellule comme ça, là tu as ton récepteur. Non, le truc, tu peux le tenir. Là, tu as ton récepteur. Normalement, ton ligand, il va aller se fixer direct sur ton ligand ou ton médicament. Pour le coup, si tu as un antagoniste, il va aller bim se fixer ici. Sauf qu'il y a d'autres cas de figure où tu as un contrôle, ce qu'on appelle allostérique. Par exemple, ça va être dans la membrane, mais plus loin, ou alors même dans la cellule. Mais moi, je te l'ai fait dans la membrane pour que ce soit plus simple. Et le contrôle allostérique, c'est en gros par une cascade enzymatique ou protéique ou tout ce que tu veux. Bim, ça va agir sur le récepteur. Et du coup, ça va le rendre moins, enfin, ça va l'inactiver. Donc, même si ton petit ligand, hop, il vient se fixer au récepteur, eh ben, il ne pourra pas fonctionner puisqu'on aura eu un contrôle allostérique en amont qui aura empêché le récepteur de fonctionner. Voilà, c'est plus clair, je sais pas. Du coup, ça peut être un peu contradictoire ce que vient de dire Louis par rapport à ce que je viens de dire, mais ce n'est pas blanc ou noir. Donc là, par exemple, il a dit ça peut inactiver complètement le récepteur, ça peut arriver, comme ça peut l'inactiver partiellement, ou l'activer partiellement, ou totalement l'activer. Vous voyez, il y a plusieurs cas de figure. C'est pour ça qu'ici, je parle de modulation d'ouverture du canal. Juste, il faut faire la nuance entre la modulation des sites allostériques et la dépolarisation de la cellule. Et aussi, il y a une notion importante à retenir avec l'allostérie, c'est que c'est toujours quasiment une question de conformation. En fait, en se liant quelque part, votre médicament, par exemple, exogène, il va modifier la conformation du récepteur. Et c'est pour ça qu'il va inactiver la cascade avec le ligand normalement. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Comme du coup, ça ferme la conformation du récepteur, il va être moins apte à fixer le ligand. Voilà. Ou plus apte, comme vient de dire Roman. Il y a une question qui dit, si je trouve la question, j'ai pas compris la nuance de favoriser. C'est moi qui viens de dire favoriser? Genre favoriser entre modulation des sites allostériques et récepteurs? Enfin, vous pouvez me confirmer sur le Socrative. Mais je pense que oui, du coup. Ok, je pense que ce qui est demandé, la nuance en fait, c'est que un agoniste, il va complètement mimer l'effet d'un médiateur naturel. Donc là, il va juste activer un récepteur, alors qu'un modulateur allostérique, il va favoriser la fixation du ligand en ouvrant par exemple le récepteur, en le rendant plus apte à la fixation du ligand. C'est ça, ou le contraire. Mais du coup, c'est ça la nuance, c'est qu'il ne va pas activer le récepteur, il va favoriser la fixation en modulant du coup allostériquement le récepteur. Est-ce que c'est clair? Faut dire sur Socrative ou je sais pas. Dis. C'est pas dans le cours ça? Si. Clé-serrure, c'est ça? C'est le truc des enzymes là. C'est en bioche, ouais. C'est un Attends. concept. Non, parce qu'en fait, le Kochland, c'est justement le concept clé-serrure. Kochland, ce serait ton modèle clé-serrure. Du coup, ce serait vraiment ton ligand sur le récepteur. Et là, du coup, c'est l'inverse, puisque on va. Enfin, c'est pas l'inverse, c'est juste que c'est différent. On va à distance activer, enfin, pas activer, mais genre favoriser ou défavoriser le récepteur pour qu'il marche ou pas, tu vois. Là, c'est pas en gros ton ligand, il va pas se changer, puisque de toute façon, c'est pas le ligand qui aura un effet là pour le coup, ce sera ce sera le contrôle allostérique à distance. C'est plus clair ou tu as besoin d'autres explications? Ça va? Ok. Il n'y a pas d'autres questions? Je peux continuer au pire peut-être, je sais pas. Il
Il y a une question, c'est est-ce que la PFK1, donc l'enzyme phosphofructokinase 1, est-ce qu'elle fait partie des sites allostériques? Alors, c'est mal formulé. En fait, c'est pas vraiment ça. La PFK1, c'est une enzyme et du coup, elle possède des sites allostériques. Et du coup, il va y avoir diverses molécules qui vont réguler cette enzyme de manière allostérique. Mais ça, c'est de la biochimie, on ne peut pas vous faire le détail. Mais du coup, voilà. Spoiler, ça sera dans votre biochimie au S2 pour les passes. Bah, c'est bon, on a fini. On pourra rentrer chez vous. Ok, alors on continue. Et il me semble que sur les récepteurs... Encore une question, mais oh là là, non, si vous avez des questions, vraiment, n'hésitez pas, hein. On a le temps. La question, c'est est-ce que les benzodiazépines se fixent directement sur le récepteur GABA? Ah non, pour moduler l'affinité du GABA pour son récepteur. Donc non, alors, les benzodiazépines, ça sera vraiment le ligand dans ce cas-là, d'accord? Ça sera, si je ne me trompe pas, oui, ça sera le ligand qui va se fixer sur le récepteur GABA-A et donc entraîner son activation. Donc, ça va faire rentrer des ions chlorure dans la cellule, provoquer l'hyperpolarisation et donc inhiber le système nerveux central. Voilà. Donc, dans ce cas-là, les benzodiazépines n'agissent pas comme modulateurs de site allostérique. On n'a pas nommé les modulateurs de site allostérique, on dit juste qu'ils existent dans la fin de notre partie. Dis-moi si c'est clair avec un oui et un point à la fin du oui, pour être sûr. Ou un non. Ou un non, t'es nul pour expliquer. Genre. Non, s'il vous plaît. Tu ne réponds pas, tu es donc morte. Et s'il n'y a rien, ça veut dire oui. Bon, bah oui, ok, c'est bon. Ok, on continue du coup. Donc là, c'est la dernière partie sur les récepteurs nucléaires. Ensuite, on passera aux canaux ioniques. Alors, les récepteurs nucléaires, du coup, c'est des protéines localisées, du coup, nucléaires, donc dans le noyau, mais en fait, non, pas forcément. Ça peut être dans le noyau ou dans le cytosol. Et une fois que le ligand s'est lié à son récepteur, tout le complexe va ensuite dans le noyau. Donc attention, si je vous fais un item du style le récepteur nucléaire est uniquement localisé dans le noyau, c'est faux. Il ne faut pas se faire piéger. Alors que le nom est trompeur, on peut dire. Ok, donc toc toc toc, ou des protéines du cytosol. Ok. On retrouve comme ligand la vitamine D, la vitamine A, les hormones thyroïdiennes, les hormones sexuelles et les glucocorticoïdes. Bon, je ne peux pas vous expliquer plus que ça, il faut juste l'apprendre. Comment ça fonctionne? Alors, hop, le mécanisme. Donc, on a un ligand lipophile. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi on a un ligand lipophile? Obligatoirement, alors sinon ça ne fonctionne pas. Ouais, je ne sais pas. Tu veux? Voilà, c'est ça. Donc il faut qu'il soit lipophile parce que là, il n'aura pas de canal pour passer à travers la membrane. Il faut qu'il passe lui-même à travers la membrane. Donc en étant lipophile, c'est possible. Sinon, non. Donc lipophile, il est diffusible, il va donc traverser la membrane, puis se fixer sur son récepteur qui sera donc directement nucléaire ou cytosolique. Ensuite, s'il est nucléaire, donc il est déjà dans le noyau, il se fixe à l'ADN. S'il est cytosolique, il va migrer par un processus complexe qu'on va vous expliquer jusqu'au noyau pour ensuite se lier à l'ADN. Donc, il va soit l'activer, soit l'inhiber, soit faire une répression. Donc, ça dépend du type de médicament. Donc, on va activer ou répressionner, je ne sais pas si ça se dit, la transcription en ARN messager. Donc, notre ARN messager qui va ensuite se faire traduire. Bim, on aura les protéines, donc l'expression cellulaire. Voilà. Bon, c'est logique. Tout ça, c'est assez long puisque le temps que ça aille dans la cellule, que ça aille dans le noyau, que ça se fixe, transcription, traduction, c'est super long. Du coup, on ne donnera jamais ça en situation d'urgence à un patient parce que il a le temps de mourir 8 fois entre-temps. Du coup, non, on ne fait pas ça. Hop. On va passer maintenant à la deuxième partie de ce cours. Ouais. Vite fait, du coup, pour celui qui me redemande ce que ça veut dire allostérique. Tout simplement, ça veut dire qui entraîne un changement de configuration du récepteur, du coup. Voilà. C'est juste quelque chose qui va changer la configuration du récepteur, c'est tout. Alors, c'est parti. Donc, on passe aux canaux ioniques. On a déjà fait du coup les récepteurs canaux tout à l'heure avec Anis, mais on va faire les deux autres catégories. Bon, déjà, quelques petites généralités sur les canaux ioniques. Ce sont des protéines de perméabilité membranaire qui permettent le passage sélectif très important, d'ions, donc sodium, calcium, potassium, chlore, etc., à travers la membrane cellulaire. Ils jouent un rôle essentiel dans l'excitabilité cellulaire, logique, dépolarisation, polarisation et tout ça.
le déclenchement et la propagation du potentiel d'action neuronale, c'est ce que je viens de dire. Ils interviennent dans les couplages excitation-contraction, donc par exemple dans les muscles, dans le cœur, et aussi excitation-sécrétion. Alors ça vous semble peut-être bizarre, mais il y a des glandes neuroendocrines qui nécessitent un influx nerveux avant de libérer leurs hormones. Voilà, bon, c'est le petit truc à savoir. On distingue du coup 3 familles de canaux ioniques, du coup les récepteurs canaux qu'on a déjà vu avec Anis, les canaux voltage dépendants et les canaux ioniques. Toc, toc, toc. Bon, on va passer directement aux canaux voltage dépendants. Les canaux voltage dépendants, du coup, ils vont se fermer ou s'ouvrir en fonction du potentiel de membrane. C'est-à-dire, si on dépolarise, bam, notre canal, il peut s'ouvrir ou non. Donc, ils vont être caractérisés par, ça c'est juste du par cœur, mais il faut le savoir, leur sélectivité ionique, leur conductance, leur domaine d'activation. Donc, par exemple, plus il est dépolarisé, plus il est actif, ou plus il est hyperpolarisé, plus il est actif. Ça dépend. Et leur cinétique d'inactivation. Donc, en gros, c'est à quel point il se désactive rapidement. Donc, voilà, ça peut vous paraître proche. Donc, domaine d'activation et cinétique d'inactivation, il ne faut vraiment pas le confondre. Ce n'est pas genre domaine d'inactivation, cinétique d'activation, ça ne marche pas. Domaine d'activation, c'est en gros le spectre de polarisation qu'il faut pour que le canal soit ouvert ou non. Et cinétique d'inactivation, c'est vraiment genre quand on arrête l'influx, au bout de combien de temps le canal ionique se désactive. Hop. On passe maintenant aux canaux. Enfin, avant de passer là, hop, on va peut-être parler juste des canaux calciques lents de type L. Vous l'avez vu en physio, il me semble ça. C'est ce qu'on retrouve par exemple dans les cardiomyocytes. Bon, voilà. Et les canaux sodiques, ce seront des anti-anesthésiques locaux. On va voir pourquoi juste après. Donc, on va commencer par le canal calcique voltage dépendant. Bon, en gros, c'est plutôt facile. Donc là, vous avez votre canal, tout simple. Là, il y a le calcium qui passe. Le calcium, vous devez savoir que quand il rentre dans la cellule, ça va engendrer par exemple une contraction. Donc, nous, si on a des médicaments anticalciques, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils bloquent l'entrée. Donc là, bam, je vais mettre mon petit médicament anticalcique qui bloque l'entrée. Le calcium, il ne peut plus rentrer. Qu'est-ce que ça engendre? Du coup, ça va engendrer une relaxation. Donc, par exemple, au niveau des vaisseaux, au niveau du cœur. Et donc, ça permet de lutter contre quoi comme type de maladie? Ce sera un traitement efficace contre l'hypertension, l'angor, c'est l'angine de poitrine, ou l'arythmie. Donc voilà, tout ce qui est lié à une contraction trop forte du cœur ou des vaisseaux. Hop. Voilà. Donc ça, c'était pour les canaux calciques, mais on a aussi un truc sur les canaux sodiques, voltage dépendant. Ça, les canaux sodiques, normalement, pareil, physio, vous avez vu que ça permet d'avoir l'influx nerveux dans le nœud sinusal, c'est ce qui donne le rythme et tout, et la fréquence. Donc, quand on a un courant sodique, en gros, le sodium, il va rentrer dans la cellule. Qu'est-ce que ça fait? Ça dépolarise la membrane. Donc, c'est ça qui donne votre potentiel d'action, en fait. Donc, ça permet du coup la genèse au niveau du nœud sinusal de l'influx, ou alors la conduction, tout simplement, genre entre les synapses et tout. Du coup, c'est logique que ce canal soit une cible pour les anesthésiques locaux ou les antiépileptiques, parce que ces deux catégories de médicaments, ce sont pour des traitements nerveux. Voilà, donc ils vont inhiber le courant sodique. Donc votre sodium ne va pas pouvoir rentrer, donc pas de dépolarisation. Donc si on n'a pas de dépolarisation, on n'a pas d'influx, on n'a pas de courant nerveux tout simplement. Donc plus de conduction. C'est à peu près tout pour les canaux sodiques. Et maintenant, on passe aux canaux sensibles aux messagers intracellulaires. En gros, cette partie, on parle de messagers intracellulaires, mais on parle au final que des canaux potassiques ATP dépendants. Donc, les canaux potassiques ATP dépendants sont ouverts à l'état basal. Sauf que quand il va y avoir, par exemple, une activité énergétique, on va produire de l'ATP. L'ATP, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller fermer le canal potassique. Ensuite, du coup, la polarisation, ça, c'est pas vraiment dans l'aronéo, mais j'ai fait mes petites recherches parce que quelqu'un avait posé la question sur le forum et je voulais quand même comprendre. Du coup, en gros, ce que moi j'ai compris, c'est que la polarisation, comme elle est plus maintenue par le fait qu'il y ait tout le temps du potassium qui sort, elle est plus maintenue. Du coup, on va avoir une ouverture des canaux calciques. Et après cette ouverture des canaux calciques, du coup, c'est logique, le calcium rentre, décharge plus, du coup, dépolarisation. Donc, on a deux types de médicaments dans ce cas-là. On a les antagonistes.
Donc, en fait, c'est les sulfonylurées hypoglycémiants. En fait, c'est les sulfamides hypoglycémiants. Alors ça, c'est intéressant dans le cas du diabète de type 2 parce que ça va, en gros, ça va, si vous voulez, ça va un peu mimer le rôle de l'ATP, ce qui fait que le canal potassique va bien se fermer, que du coup, notre calcium, il va bien rentrer, qu'on va avoir du coup une dépolarisation et au final, on aura une sécrétion d'insuline par les cellules bêta du pancréas. Ça, par contre, j'ai toujours pas fait le lien, mais en gros, c'est dans la bioche méta et nous, on n'est pas hyper calé. Plein de questions? Ok. Et un agoniste de ces canaux, donc le nicorandril, en gros, lui, il fait l'inverse. Il va ouvrir à fond le canal potassique. Du coup, qu'est-ce qui se passe si mon canal potassique il est ouvert? On aura la polarisation qui sera maintenue et donc pas d'ouverture des canaux calciques. Du coup, le calcium ne rentre pas, donc on n'a pas de contraction. Donc l'inverse de contraction, c'est relaxation. Du coup, c'est logique. Donc ça, c'est fini pour les canaux intracellulaires. Enfin, messager intracellulaire, donc j'ai des questions. Domaine, ouais, si tu veux. Il y a une question qui dit, est-ce que le domaine d'activation, c'est pareil que la valeur seuil? Non, la valeur seuil, vous le voyez en physio, je crois. Du coup, ça sera la valeur qui fait que vous avez votre dépolarisation, si je ne me trompe pas. Le domaine d'activation, ça sera juste, hop, on a notre cellule, on voit où est le domaine d'activation. Genre, où est l'endroit sur lequel le ligand va activer le récepteur. Juste le domaine, du coup, c'est un lieu dans la cellule, c'est un endroit. Genre. Non, en fait, j'ai une autre question. C'est quoi la différence entre les récepteurs canaux et les canaux ioniques? Oui, en gros, les récepteurs canaux, si tu veux, c'est dans le canal. En fait, c'est des récepteurs qui sont posés sur les canaux ioniques, tout simplement, et qui influencent du coup le canal en question. Et le canal, ben, c'est juste le tuyau avec les ions qui passent à l'intérieur. C'est juste ça. Pour faire encore plus simple, un récepteur canal, c'est un type de canal ionique. Là, on a fait la partie sur canal ionique. Si, c'est exactement ça. D'accord, toi. Récepteur canal, c'est un type de canal ionique. On n'est pas d'accord, Louis et moi, mais on vous répondra. Tu peux réexpliquer le mécanisme. Mais alors, du coup, quel mécanisme? Celui du canal potassique ou celui avant? Si tu peux juste mettre un poste ou genre, te lever. Tu peux réexpliquer le mécanisme? Oui, mais du coup, quel canal potassique? Ok. Ok, bah alors on va reprendre tout simplement. Ok. Donc, on a un canal potassique qui va être ATP dépendant. Ça veut dire que en fonction de la concentration d'ATP, il sera plus ou moins ouvert. Donc, ton canal potassique, par exemple, s'il y a une augmentation de l'ATP cellulaire, il va se fermer parce que c'est comme ça qu'il fait. Donc, fermeture du canal potassique. Donc, en gros, si tu veux, à l'état physiologique, ton canal potassique il est ouvert, ce qui fait que tu as du potassium qui sort tout le temps. Mais comme comme il y a des pompes et tout qui en font tout le temps rentrer, au final, c'est pas grave. Donc, comme ton potassium sort tout le temps, tout le temps, tout le temps, il va hyperpolariser en gros ta cellule. Donc, il va maintenir une polarisation constante. Si maintenant tu fermes ce canal, le potassium ne sort plus, du coup, on n'a plus de charge plus qui sort. Du coup, la polarisation, elle va plus être maintenue. Du coup, ce sera plus facile, entre guillemets, pour le canal calcium de s'ouvrir. Et une fois qu'il est ouvert, lui, alors il y a plein de charges plus qui rentrent. Et à partir de ce moment-là, on a une dépolarisation. C'est plus clair ou pas? Une autre question sur ça? C'est où? Tu as vu ça où? Non, mais canonique, c'est l'opération de la consommation. C'est un truc continu. C'est juste mal expliqué dans le cours, mais c'est que tu as un canal. C'est la renaissance. Vous voulez répondre sur quoi?
Vas-y, tu vas voir quoi? C'est bon. Celle-là. C'est bon du coup pour le canal potassique, vous avez encore encore, posez vos questions, hein, pourquoi l'augmentation de l'ATP cellulaire permet la fermeture des canaux potassiques alors qu'ils sont ATP dépendants? En gros, c'est genre leur fermeture est ATP dépendante, quoi. C'est pas parce qu'ils sont ATP dépendants qu'il y aura forcément une activation. On a vu qu'en fonction des endroits dans le corps, ça peut être activateur ou à l'inverse. Oui. En gros, ATP dépendant, ça veut juste dire que pour avoir une modification, on a besoin d'énergie. Mais ça peut être dans le sens ouverture ou dans le sens fermeture. Bref, c'est bon là du coup. Ok. On a d'autres questions sur ça? Donc c'est à moi là. Non, c'est à moi. Là-bas. C'est à moi. Oui, vas-y. Du coup, ok. Donc maintenant, on va partir sur une autre grosse partie. Donc concentrez-vous. On avait fait, vous savez, les RCPG, 25% des médicaments. Et là, on fait les enzymes. Donc encore 25% des médicaments. Concentrez-vous bien. Oui, je sais, j'ai pris les deux parties les plus hard. Ok. Donc du coup, déjà, un truc à savoir assez important, c'est que la majorité des médicaments qui s'attaquent aux enzymes, c'est des inhibiteurs. Petite nuance. L'année dernière, je ne sais pas si c'était précisé dans la Renéo, mais en tout cas, nous, le prof nous le disait bien. On parle d'agonistes et d'antagonistes pour tous les médicaments, sauf pour ceux qui s'attaquent aux enzymes, on parle d'activateurs ou d'inhibiteurs. Mais c'est la même chose, c'est la même notion. Voilà. Du coup, on va faire juste un petit récap sur ce que c'est compétitif ou pas compétitif. Je sais que la plupart d'entre vous ont un peu compris avec pharmacocinétique, pharmacodynamique, mais si vous ne savez pas, vous allez rien comprendre. Donc, je vous réexplique. Du coup, un antagoniste compétitif, on est d'accord, il se lise sur le même site que le ligand naturel. En fait, il va comme se battre genre avec le ligand pour qui va arriver en premier sur le site du récepteur. Donc, forcément, ça va un peu diminuer l'effet du ligand naturel, puisque l'antagoniste peut se fixer à sa place. Donc, c'est aussi pour ça qu'on dit que c'est surmontable. Parce que si tu mets beaucoup de ligands, il y a beaucoup plus de chances que le ligand naturel se fixe à la place du médicament. Alors qu'un antagoniste non compétitif, du coup, il se fixe sur un autre site, donc il est au-dessus du game. Genre vraiment, on ne peut pas le contrer. C'est une question d'allostérie, encore une fois. Et du coup, peu importe si le ligand arrive à se fixer sur son récepteur à lui, l'antagoniste fera son effet sur un autre site. Donc, dans tous les cas, ça bloquera. Voilà, je pense que ça, c'est bon. Et ça peut être réversible ou pas. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne pour les récepteurs avec des enzymes. Du coup, on précise quand même que le médicament, le plus souvent, il peut interagir directement avec l'enzyme. Et donc, c'est le mécanisme de l'inhibiteur compétitif qui se lie directement sur le même site que le ligand naturel. C'est ça. Et après, on a un autre type de médicament. Ça, c'est très utilisé, surtout pour la maladie de Parkinson. En fait, on va avoir le médicament. Si vous voulez, il ne va pas agir comme un antagoniste. Il ne va pas arriver en mode « toi, je vais te bloquer ». Il va arriver en mode « t'inquiète, moi, je suis le ligand, hein, je suis le vrai, je suis naturel ». Et du coup, il va se mettre sur le site et le récepteur, il va dire « ah, c'est bon, j'ai mon ligand et tout ». Et du coup, l'enzyme va produire son petit métabolite. Sauf qu'en fait, elle s'est fait berner l'enzyme. Ce n'est pas le vrai ligand. Du coup, elle ne va pas produire le bon métabolite. Il va être faux, genre, il ne va pas avoir le bon effet, pas la bonne structure. Est-ce que vous avez compris? Ouais, je m'imaginais ça comme ça dans ma tête, mais au moins, c'était clair. Du coup, ce que vous devez surtout retenir, je pense, au niveau des mécanismes avec les enzymes, c'est que ces médicaments-là, ils sont quand même hyper hétérogènes. Il y a plein de possibilités. Comme vous avez vu, ça peut être compétitif, incompétitif, ça peut être l'histoire du faux substrat qui ne crée pas le bon métabolite. Enfin, il y a vraiment plein de choses plein de possibilités. Et du coup, ça va être très hétérogène au niveau de la structure du médicament, au niveau de sa fonction. Donc, vous ne pouvez pas tout mettre dans la même case. Mais il y a quand même deux médicaments que vous devez absolument connaître. Déjà, pour votre vie de professionnel de santé, vous allez sûrement les croiser très souvent. Et puis parce que le prof insiste vachement là-dessus. Donc, ça va tomber à l'examen sûrement. Donc, le premier médicament à connaître, c'est les statines. Donc, je vais vous expliquer vite fait ce que c'est. C'est pas la bonne diapo? Ben non, j'ai pas fini. Ok. Donc, du coup, les statines, je vous disais,
Donc ça, si vous faites attention, votre papa ou votre maman en prend sûrement, parce que c'est un truc qu'on prend quand on vieillit un peu, parce qu'on a souvent du cholestérol, on dit ça comme ça. Donc les statines, c'est un médicament qui lutte contre l'hypercholestérolémie. Ça veut dire quand vous avez trop de cholestérol dans le sang. Et du coup, c'est un médicament qui s'attaque aux enzymes, c'est-à-dire qu'il va bloquer, inhiber, comme la plupart des médicaments qui touchent aux enzymes, il va inhiber une enzyme qui s'appelle l'HMG-CoA réductase, que vous avez sûrement vu ou voir en bioche. Et c'est une enzyme, en faisant très très simple, qui produit du mauvais cholestérol. Voilà. Et donc, du coup, ce médicament, il va bloquer l'enzyme en se liant donc sur le site. Et voilà. Et donc, vous allez baisser votre taux de cholestérol sanguin parce qu'elle n'en produira pas. C'est bon? Ok. Non, normalement, alors, la question c'est, si dans un item, on a inhibiteur avec quelque chose d'autre qu'enzyme, on le compte juste ou faux? Bah, si le sens de la phrase est juste, pour moi, tu le comptes juste. Enfin, quand je dis qu'il y a une nuance à faire, c'est dans le sens quand vous allez parler avec du vocabulaire médical que vous allez voir dans vos cours et tout, on a plutôt tendance à dire un inhibiteur pour une enzyme. Après, c'est pas faux de dire qu'un antagoniste est un inhibiteur. C'est juste que c'est pas le vocabulaire le plus adapté. Voilà. Mais c'est pas, ça rend pas l'item faux. Les médocs qui s'attaquent aux enzymes, c'est ça qui est hyper important et qu'on doit apprendre pour le concours. Oui, ce que j'ai dit là, c'est les deux médicaments. Du coup, là, je vous ai expliqué que les statines, mais il y en a un autre. Ces deux-là, il faut les connaître parce que c'est le genre d'exemple. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans les annales, souvent les profs, ils aiment bien mettre des exemples du cours et vous faire réfléchir là-dessus, qu'est-ce qui fait ce médicament et tout. Donc oui, il faut les connaître. Ceux-là, ils sont en gras dans la diapo du prof. Donc il faut les connaître. Ouais. Donc là, j'en ai vu un, je vais voir l'autre. Ouais, Anis, il a raison, il dit que les mécanismes sont très importants à connaître. Bien sûr, vous apprenez pas que les médicaments, mais là, je voulais juste vous dire que ceux-là, ils sont importants à savoir. Du coup, le deuxième médicament qu'il faut connaître, donc, c'est enalapril. C'est en fait un inhibiteur de l'enzyme de conversion. Je pense que vous avez déjà entendu ça. Et vous connaissez ce système rénine-angiotensine qui a abouti à une augmentation de la pression artérielle. C'est toute une cascade avec des enzymes, des étapes, c'est une réaction, quoi. Et du coup, il y a une des étapes, c'est la conversion de l'angiotensine 1 en angiotensine 2. Et cette enzyme qui fait cette conversion, elle s'appelle l'enzyme de conversion, c'est tout simple. Et du coup, l'enalapril va bloquer cette enzyme. Donc, on n'a pas de conversion d'angiotensine 1 en 2, et donc ça bloque ce système. Donc, il n'y a pas d'augmentation de la pression artérielle. Et voilà. Et donc, du coup, c'est un anti-hypertenseur artériel. Je pense que c'est bon. Au pire, posez des questions. J'ai une question aussi, c'est est-ce que les autres médicaments, exemple entacapone, sont aussi à connaître? Alors, en soi, la renéiste de l'année dernière, elle avait mis que, le prof avait dit qu'il fallait retenir que ceux qui étaient en gras. Donc moi, je vous l'ai remis aussi dans ma fiche. Si vous avez la Renéo, il y a un tableau normalement avec des noms en gras. Donc c'est les deux qu'on a dit, c'est enalaprine et statine. Les autres, je pense, je ne peux pas vous dire de ne pas l'apprendre parce que si ça tombe, vous allez me frapper au visage. Mais en vrai, non, les apprenez pas. Au fait, il faut savoir que le prof... Ah non. Mais généralement, les professeurs essayent de faire des QCM basés sur le raisonnement. Et donc, ils vont mettre des mises en situation dans leur QCM. Ils vont donner, par exemple, le monsieur X prend tel médicament. Bien sûr, dans l'énoncé, on vous dira c'est quel type de médicament. Mais ça peut être ceux qui sont cités. Et si vous savez ça appartient à quelle catégorie, c'est pas mal. Ouais, par exemple, le prof, il peut totalement vous faire un QCM de réflexion du genre Monsieur X, nanana, 45 ans, a tel problème, voilà, et il va vous dire il prend des statines. Si vous avez de la chance, le prof est sympa, il vous explique que c'est un médicament qui traite l'hypercholestérolémie, mais s'il n'est pas sympa, il attend de vous que vous le sachiez parce que c'est écrit dans les cours. Voilà, donc après, vous savez, c'est compliqué pour nous de vous dire non, il ne faut pas apprendre certains trucs. Quand vous nous posez la question, très souvent, est-ce que ça, il faut apprendre? Est-ce que ça, il faut apprendre? Nous, c'est compliqué de vous dire non parce qu'en soi, tout ce qui est dans le cours peut tomber. Donc, si jamais on vous dit non et que ça tombe à l'examen, bah, vous êtes mal. Donc, on a tendance à vous dire apprenez tout. Après, là, évidemment, le prof a beaucoup insisté sur 2 médicaments dans le tableau qu'on a mis en gras. Donc, il y a énormément de chances que ce soit ça qui tombe si quelque chose tombe de ce tableau. Mais
par acquis de conscience, lisez quand même les autres, juste pour les avoir en tête. Après, juste soyez malin, je veux dire. Dans le cours, il y a un gros truc en gras, en rouge, il y a plus de chances que ça tombe qu'un petit truc pas surligné dans un tableau en police 3. Donc voilà, que personne n'aura. Du coup, il faut doser les connaissances. De toute façon, s'il fait tomber un truc de ce tableau, personne n'aura appris. Donc de toute façon, vous serez tous dans le même bateau. Donc voilà, apprenez les trucs importants avant de commencer à apprendre les tout petits détails. Voilà. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou pas? Parce que là, on va attaquer une autre partie différente. C'est facile après. Ok. Bon, alors, celle-là, elle est un peu plus chill de partie, mais restez quand même concentrés, on ne sait jamais. C'est des exemples avec des médicaments et leur fonctionnement. Donc, c'est intéressant et en plus, ça peut tomber dans des QCM de réflexion. Du coup, on va parler des systèmes de transport et des systèmes de recapture. Donc, en premier, on va commencer avec les systèmes de transport. Le transport des petites molécules ou des ions, par exemple, c'est à travers des membranes cellulaires. Donc, pour ça, il va falloir une protéine de transport. On en a deux types. On a les transporteurs qui n'ont pas besoin d'énergie, qui vont juste faire passer l'ion, par exemple, dans les tubules rénaux. Vous voyez, on va réabsorber certains ions, et là, il n'y a pas besoin d'énergie. Juste, on en a besoin, on les réabsorbe. Alors qu'il y a certains cas où on a besoin d'énergie. On dit que c'est ATP dépendant. Et du coup, c'est notamment le cas pour les pompes ioniques. Donc, vous en avez vu sûrement plusieurs en biochimie. Et vous allez voir, on va détailler avec les médicaments qui sont associés. Donc, les pompes ioniques, ça met en jeu des mécanismes énergétiques avec une hydrolyse de l'ATP. Et du coup, ces pompes ioniques, c'est des protéines. Plus précisément, même, c'est des enzymes. C'est à savoir, ça peut tomber. Du coup, les exemples que vous devez connaître quand même de pompes ioniques, c'est la NAK-ATPase. Bon, bah, ça là, je pense que tout le monde la connaît, c'est vraiment la base. Après, il y a la pompe à protons aussi, à savoir. C'est celle qui est notamment dans l'estomac, vous savez, avec l'histoire de H+, qui fait l'acidité de l'estomac, etc. Bref, on va détailler après. Voilà. Donc, du coup, ces systèmes de transport, ils sont hyper fréquents dans le corps, notamment pour transporter le glucose, les acides aminés, tout ça. Des ions aussi. Et donc, du coup, les médicaments qui ciblent, du coup, ces systèmes de transport, ils vont essayer de les bloquer en général. Voilà. Donc là, on va voir 3 médicaments dans 3 cas. Et c'est assez intéressant en vrai. Donc voilà. Déjà, les diurétiques. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est ou pas trop, mais pour faire très simple, c'est des médicaments qui vont vous faire beaucoup uriner, donc perdre du volume et faire baisser votre pression artérielle, parce que du coup, vous éliminez de l'eau. Donc, en fait, cette fois-ci, ça va cibler la réabsorption des ions dans les tubules rénaux. Donc, en fait, on va bloquer tout simplement la réabsorption des ions. Et donc, vos ions, ils vont rester dans l'urine, dans la lumière des tubules, du coup. Et je pense que vous êtes un peu calé en physio, maintenant, ça va. Et vous savez que quand on a une concentration ionique super élevée, du coup, l'eau va avoir tendance à diffuser pour venir diluer dans les urines, cette concentration élevée. En très simple, hein, encore une fois. Je ne vais pas vous embrouiller. Et donc, du coup, toute cette eau, elle va quitter le sang et tout pour arriver dans les urines. Ça va augmenter votre volume urinaire. Vous allez beaucoup uriner. Et toute cette eau, du coup, elle part de vos vaisseaux. Donc, votre pression, elle va diminuer parce que vous diminuez votre volume. Et du coup, c'est vachement utile quand on a de l'hypertension. C'est bon? Dis-moi. Oui, parce que du coup, je t'ai dit que inhibiteur, c'est important de l'utiliser quand on parle des enzymes. Mais ce n'est pas faux quand tu parles d'un autre médicament. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. On ne parle pas d'antagoniste pour les enzymes, par exemple. Mais inhibiteur, tu peux l'utiliser quand on parle d'un antagoniste. En fait, ce que vous avez dit, Romain, c'était un fun fact du cours des PACES, mais c'est pas dans la retenue, on est d'accord? C'est important, mais genre, en tant qu'externe, par exemple, quand vous utilisez le vrai terme médical avec le docteur, vous voyez, et là, on peut faire on fait la nuance, juste pour vous expliquer, mais en soi, les deux termes sont justes, il n'y a vraiment pas de piège sur ça, normalement. C'est juste que vous verrez probablement pas un antagoniste d'une enzyme. Ça veut rien dire. Genre, voilà. Mais un antagoniste, c'est bien un inhibiteur. C'est bon? Ok. Donc du coup, c'est bon, je pense que je vous ai assez bien expliqué les diurétiques. Donc en gros, c'est juste des inhibiteurs des transports ioniques dans les reins. Voilà. Maintenant, on va voir des inhibiteurs de la pompe à protons, justement au niveau gastrique. Donc, c'est un type de médicament qui s'appelle les antiulcéreux ou les IPP, inhibiteurs de la pompe à protons.
Donc ça, c'est, vous savez, quand vous avez un ulcère. En gros, c'est une érosion de votre, par exemple, de votre muqueuse gastrique. Et du coup, ça fait comme un trou. Et ça peut saigner et tout si ça s'aggrave. Ça, c'est causé notamment par l'acidité. C'est-à-dire que si votre estomac reste aussi acide qu'il l'est actuellement, ben, ça va continuer à grignoter votre paroi de la muqueuse. Donc, on va essayer de diminuer l'acidité de votre estomac pour éviter que vous vous retrouviez avec un trou comme ça qui saigne dans votre estomac. Donc, on va vous donner des IPP. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont bloquer le fonctionnement de la pompe à protons, qui, elle, fait rentrer de l'acide chlorhydrique dans votre estomac. Et donc, du coup, ça le rend plus acide. Comme on bloque cette pompe, il n'y a plus d'acide qui rentre. Votre pH, au fur et à mesure, il va augmenter. Et donc, ce sera moins acide. Ça reste acide, hein, c'est quand même l'estomac, mais ce sera moins acide. Et donc, on va éviter votre aggravation d'ulcère. Et aussi, un autre truc à savoir sur ces molécules-là, les IPP, c'est qu'ils se fixent à la pompe à protons de manière irréversible. Voilà. Et maintenant, on va voir les digitaliques. Donc, par exemple, la digoxine. En fait, c'est des médicaments, une catégorie de médicaments qui est utilisée dans l'insuffisance cardiaque. Donc, cette fois-ci, c'est des médicaments qui vont bloquer la pompe NAK, ATPase. Vous la connaissez bien, celle-là, normalement. Parce que du coup, elle fait rentrer 2 ions potassium et sortir 3 sodium. Et en fait, en la bloquant, ça fait que les ions ils vont rester à l'intérieur. Et donc, on va avoir notre concentration de potassium et de sodium qui va rester très élevée dans le muscle cardiaque. Et donc, ça va entraîner une amélioration de la contraction du cœur. C'est juste l'effet des ions. Voilà. Donc, les digitaliques, ça va augmenter votre capacité et votre contraction cardiaque. Donc, ça traite l'insuffisance cardiaque. Voilà. Donc là, on a vu tous les systèmes de transport avec les médicaments. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. OK. Du coup, maintenant, on va parler des systèmes de recapture. C'est autre chose, mais c'est quand même lié, ça reste une forme de transport. Donc, du coup, ils sont particulièrement impliqués dans le système nerveux central. Vous voyez votre espèce de schéma là avec les 2 neurones et la synapse au milieu. Parfait, oui, efficace. C'est un pro du Pictionary en plus, bref. Du coup, dans votre fente synaptique, entre vos 2 neurones, en général, vous avez des neuromédiateurs. C'est logique, hein, parce que du coup, c'est eux qui transportent l'influx. Voilà. Et donc, du coup, les systèmes de recapture, ils sont là pour recapturer, merci Roman, pour recapturer les neuromédiateurs qui sont en excès dans la fente synaptique. Voilà, au milieu. Quand il y en a trop, du coup, les systèmes de recapture vont les récupérer. Voilà. Et donc, ils sont caractérisés pour leur affinité, en fait. C'est-à-dire que les systèmes de recapture, en général, ils ont une grosse affinité pour un neuromédiateur. Donc, il y en a plusieurs, en fait, des systèmes de recapture, parce qu'il y a plusieurs neuromédiateurs. Donc, dans les... à tes souhaits. Dans les neuromédiateurs, on en a plusieurs. Vous devez quand même en connaître un peu, c'est important. Hein. On a la noradrénaline, la dopamine et la sérotonine. Celles-là, c'est mieux de les connaître quand même. Donc après, il y a aussi toute une autre variété d'acides aminés, mais ça, le prof, il ne détaille pas, je vous le dis comme ça, mais voilà. Du coup, on va parler d'un type de médicament, les antidépresseurs. Donc, une personne dépressive, souvent, elle manque de sérotonine. Donc, c'est un neuromédiateur qui se trouve dans les fentes synaptiques. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? On va essayer d'éviter la recapture de la sérotonine. Comme ça, elle va rester en grande concentration dans les fentes synaptiques, puisqu'elle ne sera pas du tout recapturée. Donc, on donne ces médicaments-là. Et il y en a 3 qu'il va falloir connaître. Et j'ai des petits mémos. Ils sont hyper what the fuck, mais au moins, vous allez retenir. Donc, les 3 médicaments possibles pour les neuromédiateurs de la dépression, c'est du coup pour la sérotonine, je vous ai dit, mais il y a aussi la noradrénaline. Mais en général, c'est quand même la sérotonine. Bref. Du coup, les 3 antidépresseurs à connaître, c'est la fluoxétine, l'imipramine et la venlafaxine. Le seul des 3 qui a un O, c'est la fluoxétine, qui est aussi appelée le Prozac. Ça doit être écrit dans votre néo, normalement. Et du coup, moi, je me disais, les neuromédiateurs, c'était sérotonine, noradrénaline, et il y a aussi un des médicaments qui utilise les 2. Donc, je me disais, celui qui a le plus de O, c'est fluoxétine, et le neuromédiateur qui a le plus de O, c'est sérotonine. Donc, fluoxétine, ça va avec sérotonine. Et ensuite, du coup, il reste l'imipramine et la venlafaxine. Parmi les 2, il y en a un qui recapture la noradrénaline, et il y en a un qui recapture la sérotonine et la noradrénaline. Donc, il est plus efficace et tout. Et moi, je me disais,
L'avant la faxine, dedans, il y a vent. Et du coup, quand tu as un coup de vent, bah, tu recaptures tout. Genre. Ça fait comme ça. Voilà. Oui, oui, je pars loin, mais c'est pas grave. Au moins, vous allez retenir. Ou vous apprenez par cœur. C'est bien, ça Ça marche. marche pas, ça. Tu sais combien de pages ils ont à apprendre? Non. Du coup, l'avant la faxine, c'est un gros coup de vent et ça fait et ça recapture la sérotonine et la noradrénaline. Et fluoxétine, comme il y a un O, ça va avec sérotonine. Et du coup, bah, par élimination, imipramine, ça va avec noradrénaline. Est-ce qu'ils sont bien mes mémos? Ça va, vous les aimez ou pas? Ok, merci. C'est pas vrai. C'est vraiment pas vrai du tout. Et bah du coup, j'ai fini. Et quand on croit que c'est fini, il y en a encore, les acides nucléiques. Donc oui, on peut utiliser des médicaments basés sur des acides nucléiques. Les acides nucléiques, vous savez, c'est tout ce qui est ADN et ARN, et on peut les utiliser du coup comme cible. Enfin, ils vont être les ligands pour plusieurs cibles. Il y en a deux en particulier. Vous avez les anticancéreux. Alors, je dis n'importe quoi. On peut les utiliser comme anticancéreux cytotoxiques. Ils vont empêcher la division cellulaire au niveau de notre cellule, donc empêcher la croissance tumorale. Ou bien on a encore les oligonucléotides antisens et ARN interférents qui se fixent sur un ARN cible. Vous avez dû voir ça en biomol pour limiter la traduction en protéines. Alors, c'est un peu barbare. J'ai toujours les parties barbares dans ce cours. Mais ça, il faut essayer de le retenir. Moi, je n'avais pas comme Roman des mémos. J'apprenais juste par cœur. Même si je ne comprenais pas vraiment forcément ce que ça voulait dire. Même si forcément les cours de biomol aident. Mais voilà. Donc, on va voir un peu les mécanismes d'action des anticancéreux sur l'ADN. Alors, il y a vraiment deux grands types d'actions. Le but, in fine, c'est d'empêcher la réplication cellulaire. Ça va être forcément dans le domaine du cancer, surtout. Donc, ces molécules vont interagir de manière non spécifique. Il faut retenir que ça agit de manière non spécifique sur notre organisme. Il y a deux types. Vous avez les antimétabolites et les alkylants. Il faut retenir que les antimétabolites vont agir sur la synthèse d'ADN, tandis que les alkylants vont agir sur la réplication de l'ADN. Okay. Franchement, si vous restez aussi simple que ça peut le faire. Ensuite, il y a du coup le détail de ça. Les antimétabolites sont insérés au niveau de notre ADN lors de la synthèse, comme je vous l'ai dit, et vont le rendre non fonctionnel, tandis que les alkylants, eux, agissent en formant des ponts chimiques entre deux sites d'un même brin d'ADN ou deux brins d'ADN voisins. Et eux vont empêcher la réplication de l'ADN en reliant ces brins. Le double brin ne peut s'ouvrir, ce qui empêche donc la formation de fourches de réplication et interdit la réplication de l'ADN. Donc encore une fois, il me semble que c'est dans votre néo de biomol, la dernière ou l'avant-dernière, sur les erreurs de réplication, en tout cas ce qui empêche la réplication et la synthèse. Donc encore une fois, aidez-vous de vos autres cours, car forcément, tout est en rapport, quoi. Ouais, il va expliquer son dessin, mais juste avant, je tiens à vous dire que ça, c'est une partie qu'il faut vachement visualiser, je trouve. Les alkylants, quand on vous dit qu'ils bloquent la réplication, c'est parce que du coup, ils font un pont et du coup, il n'y a pas, vous savez, la bulle de réplication qui se crée. Vous avez dû voir ça en génétique, qui s'ouvre du coup pour permettre du coup au complexe de venir créer toutes les petites bases et tout. Et comme ça fait un pont, on ne peut pas ouvrir cette bulle. Voilà. C'est plus facile si vraiment vous visualisez, vous allez comprendre et ce sera plus facile ensuite en QCM aussi. J'ai fait un petit schéma pour que vous compreniez antimétabolite et alkylant. En gros, antimétabolite, c'est juste, hop, on va changer un petit truc comme ça et ça va rendre tout le complexe non fonctionnel. Et du coup, le truc ne marche plus. Maintenant, bon, je le laisse. Maintenant, les alkylants, on a dit que ça pouvait être en gros un pont qui se forme entre deux brins, enfin dans un même brin ou entre deux brins voisins. Donc, ça peut être par exemple deux brins voisins comme ça. Enfin, c'est le même ADN, mais du coup, c'est deux brins. Un pont comme ça. Même un pont qui se forme à l'intérieur du brin, genre dans le truc rouge comme ça, ou alors même comme ça, si vos chromosomes sont proches. Du coup, voilà, c'est en gros, ça fait des ponts chimiques qui sont incassables, et du coup, ça peut plus se séparer. Ou alors, c'est lié à autre chose, et du coup, même si ça se sépare bien les deux brins, il sera par exemple attaché à un brin voisin, et du coup, ça marche pas non plus. Voilà, comme ça, c'est plus facile de visualiser. Donc, dites-vous, les alkylants, c'est des ponts, et antimétabolites, c'est juste un tout petit truc, genre un métabolite, un tout petit truc. Alors, à quel moment de notre vie on synthétise de l'ADN? Tout le temps.
Bon, là, maintenant, toi, t'en synthétises. En vrai, n'hésite pas à me dire si c'est une vraie question ou si c'est un troll. Si c'est une vraie question, il n'y a pas de souci, hein. Mais au cas où, pour savoir. Non. Mais il n'y a pas de souci si c'est une vraie question, vraiment. Juste confirmez-moi. Bah, c'est comme la peau, quoi. La peau se régénère tous les 30 jours. Non, en fait, tout est fabriqué. Enfin, les enzymes, les hormones qui sont fabriquées, c'est de l'ADN traduit en protéines. Donc forcément, on synthétise H24 de l'ADN. Quoi? Non, à quel moment de notre vie? De notre vie. Bref, on a une autre question. Ça veut dire quoi exactement non spécifique SVP? Non spécifique de quoi? Bah, c'est pas spécifique. En fait, tu vois, il y a des choses qui sont spécifiques et d'autres non. Du coup, non spécifique, ça l'est pas. Non, mais en vrai, juste, enfin, genre, c'est juste français. Genre, là, je peux pas trop vous expliquer. En gros, non spécifique, ça veut dire que, par exemple, un médicament non spécifique, il ne va pas être utile que pour un type de récepteur. Il peut marcher sur plein de trucs. C'est pas que pour un seul cas. Bon, bah, du coup, c'est bon. T'as expliqué quand même. Bref, bon, du coup, c'est bon. Il a fini là? On a fini. Oui, mais Anis, À tu Nice peux venir et continuer demander à la barre. genre le cours. Genre, on a un cours à faire. Et putain, on m'a posé une question. Du coup, il y a d'autres mécanismes d'action des médicaments. Donc, on va voir ça. On a des mécanismes immunologiques. Donc, on va utiliser des anticorps, des anticorps monoclonaux pardon, et des protéines de fusion dans le cadre des biothérapies. Donc, vous vous souvenez un peu de vos cours d'immuno au lycée, je pense. Vous avez vos lymphocytes qui vont fabriquer des anticorps et se fixer sur les antigènes qui composent votre bactérie ou votre virus, donc pathogène, pour ainsi le détruire. Et nous sommes au XXIe siècle et on a pu isoler ces anticorps grâce à des expériences diverses et donc les utiliser comme médicaments. Et ça fait partie du coup de la biothérapie. Donc c'est une famille de médicaments qui est de plus en plus large. Alors, partie très importante, quand le nom se termine par MAB, donc MAB, ça veut dire que c'est des anticorps monoclonaux. Et quand ça se finit par sept, ça veut dire que c'est un récepteur pour protéines de fusion. C'est tombé dans notre examen PASLAS l'année dernière. Il y avait qui sommes sur ça. Donc, ça tombe. Voilà. Les anticorps vont reconnaître de manière spécifique soit un antigène qui est porté par une cellule particulière dans votre corps, ou bien un fragment antigénique d'une protéine soluble. Donc, soit l'antigène est fixé sur la cellule, ou bien l'antigène, on va dire qu'il est libre, en quelque sorte. Et donc, ça va inhiber cet antigène en se fixant. Enfin, quand l'anticorps se fixe sur l'antigène, ça le bloque. Donc, il y a une inhibition. Donc, ça concerne les anticorps. Et ensuite, les protéines de fusion vont reproduire des protéines humaines intervenant dans le contrôle de l'immunité et de l'inflammation. Donc là, on va détailler un peu trois types d'anticorps, puis les protéines de fusion. Concernant les anticorps antagonistes, donc, on va voir le cas des antagonistes des récepteurs. Louis avait parlé tout à l'heure du cetuximab, ou encore du si tu vas prononcer, du bevacizumab, qui vont agir principalement en bloquant la voie de signalisation en aval du récepteur, donc c'est-à-dire après le récepteur. C'est un mécanisme immunologique complémentaire. Donc, pour comprendre ça, est-ce que vous voyez un peu la signalisation ou pas en biocell? Vous avez fait les cours? Yes. Mais en tout cas, quand votre ligand se fixe au niveau du récepteur, il y a une cascade de messagers. C'est un peu dur à apprendre dans le cours de signalisation de la biocell pour arriver in fine au niveau du noyau et agir sur l'ADN pour fabriquer ou pas des protéines, etc. Et donc, ces anticorps antagonistes, on dit qu'ils bloquent cette voie de signalisation en aval du récepteur. Donc, ça sera après le récepteur. OK. Sinon, on a d'autres types d'anticorps comme les anticorps neutralisants. Ils neutralisent. Ils peuvent être dirigés contre un antigène soluble, donc au niveau de notre corps, ou encore particulière comme un virus. On donne quelques exemples que je ne vais pas citer. C'est des exemples, mais ce n'est pas ce qui tombe forcément, mais c'est à retenir. Et puis, on a des anticorps neutralisants qui sont dirigés contre des cytokines solubles. Par exemple, les anti-TNF-alpha. On a des médicaments comme l'infliximab pour diverses maladies comme la polyarthrite rhumatoïde, la maladie de Crohn, encore le psoriasis.
Et puis, on a les anticorps cytotoxiques qui vont détruire carrément une cellule. Ils sont dirigés contre le CD20 des lymphocytes B. Donc, le CD20, si je ne me trompe pas, c'est le récepteur au niveau des lymphocytes B. Et ça va conduire à la destruction de ces lymphocytes B. Et puis, on revient sur les protéines de fusion. On donne l'exemple, par exemple, de l'étanercept. C'est une protéine de fusion associant le récepteur soluble du TNF-alpha avec une IgG. Ça fixe et ça inactive le TNF-alpha. C'est utilisé dans certains rhumatismes inflammatoires et psoriasis. Donc là, c'est vrai que le professeur va donner des informations sans plus détailler ça. Donc, je vous conseille de retenir plutôt les types d'anticorps, les protéines de fusion, comprendre le concept. Après, les détails en soi, est-ce que c'est important à comprendre? Oui, mais ce n'est pas ce qui est le plus susceptible de tomber, c'est vraiment les mécanismes en général. Ce cours a l'air dur, mais comme je dis, c'est surtout les mécanismes en général qui tombent. Et voilà, n'hésitez pas s'il y a des questions. Pharma quoi? Juste pour revenir sur le truc sur les acides nucléiques. Je sais que, en vrai, ça peut être évident, mais on va quand même le repréciser. Vous savez, le truc là, des antimétabolites qui bloquent la synthèse et les alkylants qui, pareil, du coup, bloquent la réplication, c'est hyper utilisé pour les cancers. Genre vraiment, ça, c'est le truc à retenir. C'est que, du coup, dans les cancers, vous savez, c'est une croissance, du coup, comment on dit déjà? Ouais, c'est pas normal. Genre, il y a exagéré, en gros, une croissance de ouf. Et du coup, ce qu'on veut, c'est bloquer la croissance cellulaire. Et voilà, donc du coup, on peut le faire en bloquant la synthèse de l'ADN. Parce que du coup, celui qui a posé sa question tout à l'heure, elle n'était pas si bête en vrai, c'est pas grave. Genre, à quel moment on synthétise de l'ADN? Évidemment, tout le temps. Parce que du coup, tes cellules se régénèrent en permanence. Donc voilà. Sauf quand tu meurs. Merci Louis. C'est bon, on peut continuer. OK. On passe sur une partie ultra chill. Ça, c'est que de l'amour. Donc, hop, les médicaments en mode d'action physico-chimique. En gros, depuis le début, on vous parle de cibles, de récepteurs et tout. Et là, c'est la seule partie où vraiment, c'est juste des substances chimiques qu'on met dans votre corps et il n'y a pas de récepteur. Donc, c'est super facile. OK. Bon, alors, on va commencer par le bicarbonate de sodium et les autres antiacides. En gros, qu'est-ce que ça fait? Ça va diminuer l'acidité des compartiments, mais plus particulièrement, nous, ce qui nous intéresse, c'est l'acidité gastrique. Bon, voilà. Par exemple, tout à l'heure, on parlait des ulcères. Le stade avant un ulcère, c'est juste avoir des brûlures d'estomac. Et ça, quand vous avez des brûlures d'estomac, bim, on vous met des bicarbonates de sodium. Et du coup, ça va en gros alcaliniser un peu votre estomac. Et du coup, ça sera moins acide. Donc, on évite d'avoir un ulcère comme ça. Ensuite, on a les absorbants, les mucilages et les laxatifs osmotiques. En gros, c'est utilisé dans les troubles fonctionnels digestifs. Quand vous n'arrivez pas à chier globalement. Et ça permet d'augmenter la quantité d'eau dans les selles, donc dans le caca. Et vraiment, c'est beaucoup plus facile de... Voilà, je ne vous fais pas un dessin. Le mannitol ensuite. Là, par exemple, comment ça s'appelle là? Le truc pour faire caca. Mais non, mais le nom du médicament. Oui. Voilà, le Smecta. Ça va ton intestin en ce moment? Ok, bref. On passe au mannitol. Lui, il va être susceptible de modifier l'osmolarité des liquides biologiques. En gros, le mannitol, c'est un truc hyper sucré. Donc, normalement, vous l'avez vu, pareil, c'est en physio. Quand c'est très sucré, ça modifie l'osmolarité. Et du coup, ça permet, par exemple, d'aspirer l'eau de certains compartiments. Genre, vous envoyez le mannitol, l'eau, elle va vers le mannitol pour le diluer. Et du coup, ça permet, par exemple, de lutter contre les œdèmes. Par exemple, un œdème, vous savez ce que c'est, mais genre vous avez trop d'eau dans un compartiment, bim, mannitol, donc l'eau, elle va dans le mannitol et elle s'en va du compartiment où elle ne devrait pas être. Ensuite, on a des résines, par exemple les cholestéramines. Ça permet de fixer les sels biliaires. Alors ça, vous n'avez pas de bioche, vous? Si, vous avez de la bioche? Je ne sais pas si vous l'avez vu, les sels biliaires et tout. En gros, c'est... Vous n'avez pas vu? Si? Non? Si, ok. Du coup, vous savez sûrement mieux que moi ce que c'est. Mais bref, ça permet de les fixer et de contribuer ainsi à la réduction du cholestérol. Donc voilà. On a aussi les chélateurs d'ions. Donc ça permet de réduire l'accumulation excessive de métal. Par exemple, quand vous avez trop de... Bon, le plomb, généralement, tu meurs, mais si tu as d'autres métaux en excès, tu peux utiliser des chélateurs d'ions et ça permet de les capter et de les enlever du sang. Voilà. C'est à peu près tout pour cette partie. Bon, c'est assez simple en soi, donc le prof ne posera pas trop de questions dessus, mais bon, du coup, comme c'est simple, retenez-le facilement. Et voilà. Top, on a fini pour cette partie. On passe aux interactions avec des structures ou des substances exogènes. J'ai eu une question au début du cours qui me demandait
Oui, alors comment on fait sur les bactéries, machin, la grippe? Bah, c'est exactement pareil que sur le corps humain. Vous avez vos cellules qui ont des récepteurs, par exemple des canaux ioniques, qui ont aussi des RCPG, qui ont tout ça. Elles ont à peu près les mêmes que nous. Du coup, ben, c'est comme ça qu'on trouve des antibiotiques, qu'on trouve des antirétroviraux, toutes ces choses-là, et qui permettent en fait de tuer les agents pathogènes. Donc voilà, bon, je vais lire un peu le diapo. Retenir que les structures exogènes, donc en gros, les agents infectieux sont similaires à ce que l'on a décrit. Donc en gros, ça veut dire qu'ils ont à peu près les mêmes canaux, les mêmes récepteurs. Mais on ne va pas plus détailler que ça. Bah, je ne sais pas si vous avez retenu au début du cours, on a dit qu'il y avait 350 cibles. C'était quoi la répartition? Quelqu'un se rappelle? Ouais. 290 non, pour le génome et 60 pour les agents pathogènes. Voilà. Donc voilà, les médicaments anti-infectieux agissent donc sur des récepteurs cellulaires, des enzymes, des transporteurs, comme dans le corps au final. On retrouve aussi la vaccination. Alors ça, c'est un autre, on va dire, on va prévenir avant de guérir. Donc c'est-à-dire que on va induire une réponse immune spécifique avec un fragment inactif. Comme ça, c'est comme si vous tombiez malade, mais sans vraiment tomber malade. Et du coup, votre corps après, il a les anticorps nécessaires pour lutter. Bon, ça, vous connaissez à peu près tous comment ça marche de toute façon. Conclusion. Enfin, on a fini avec ce cours de malheur. Non, je rigole, il est trop bien ce cours, mais c'est un peu difficile au début. Les médicaments sont susceptibles du coup d'interagir avec une grande diversité de cibles, dont plusieurs peuvent parfois être mises en jeu simultanément, puisqu'on a dit que tout ça, c'est qu'une affaire de spécificité. Il y a des récepteurs qui sont spécifiques pour certains ligands, pour plusieurs ligands, pour un seul ligand, et du coup, quand on met un ligand, il peut interagir avec plusieurs récepteurs en fonction de l'affinité, tout ça, tout ça. Sachant que tous les jours, du coup, les chercheurs découvrent de nouvelles cibles. Du coup, plutôt les chimistes et tout, ce qui va les intéresser, c'est de chercher des nouveaux ligands qui vont pouvoir agir sur ces récepteurs pour trouver tout simplement des nouveaux traitements, des nouveaux médicaments. Donc, c'est hyper intéressant et c'est pour ça que ce cours est quand même vachement important. Et ben voilà, je pense qu'on a fini pour ce cours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est le moment, il faut applaudir, genre. Merci. Vas-y. Attends, tu peux parler. Comment? Je n'entends pas. Les copains, il nous reste une demi-heure en vrai, donc ceux qui veulent partir, vous pouvez. Et ceux qui veulent poser des questions sur n'importe quel cours de méthodologie et tout, chaud. Attends, j'arrive. Et même sur les cours, Parlez bien fort quand vous posez vos questions, au moins ceux qui veulent entendent. Ici, ils posent leurs questions au micro. Venez poser vos questions ici. Ah oui, Ceux qui veulent, sinon restez assis. Partez pas. Restez. On a une annonce. Il y aura 20 QCM en EQE3 en 20 minutes. 20 QCM. Nous, on en avait 30 en 25 minutes, donc tranquille. Et en plus, c'était des calculs, nous. Hein. Bon, du coup, vous allez avoir 20 QCM, dont 5 d'éthique. Donc 15 de pharmaco, 5 d'éthique en 20 minutes. Voilà. 15 de pharmaco, c'est sûr. Bon, personne n'a de questions là? Mais même, genre là, on a un tuto de Biocell. Dites-lui à quel point vous aimez bien sa matière. Et la pharmaco? Voilà, voilà. Et du coup, c'était quoi sa question, jeune homme? Ah oui, mais il faut pour tout le monde. Si vous avez des questions sur d'autres cours, genre structure de régulation, aspect socio-économique du médicament, pharmacocinétique, posez-les nous. Et si vous avez trop peur de poser devant tout le monde, vous pouvez juste venir là, on vous répond aussi. Hein. Ou Socrative, ou fax, courrier, mail, tout ce que vous voulez. C'est faux. Vous n'avez pas de questions là, vraiment? Genre, vous êtes trop fort. Moi, je dois répondre. Oui, c'est le marché numéro 1, tout à fait. Déjà, il y a une étude scientifique qui a dit que les gens qui viennent à une SDA de pharmaco, ils ont 95% de chance en plus de perfect. Si vous avez des questions de Biocell, on est là aussi. Ne les posez surtout pas.
Précision sur la photo, je montre le nom de mon vieux, je ne fais pas de doigts. Il montre. Pas à nous, Anis, pas à nous. Ah, moi. Coco. Anis, tu sais toujours pas la liste des médicaments de Pfizer et la prendre? Au secours. Oui, t'inquiète. Oui. Alors, concernant la liste des médicaments, Pfizer, alors je conseille quand même de les retenir. Ok. Si vous ne les retenez pas, à vos risques et périls, c'est pas ce qui est le plus susceptible de tomber, surtout avec 15 systèmes de pharmaco. Mais comme je vous ai dit, on ne va pas être responsable d'un item surprise. Donc voilà, à vous de voir. Elle est où la liste? Excusez-moi, j'en ai raté. En fait, il faut que je mette à jour ma fiche avec le cours du prof. Donc dès que je la mets à jour, il y aura la liste à l'intérieur. De rien, Tyler. D'autres questions? Est-ce que le prof compte faire tomber signalisation? Alors ça, par contre, c'est une question de Biocell. Et non, la signalisation, ça tombe quasiment jamais. Un passé. Arrête, c'est enregistré sur YouTube, mec. Non, vrai petit conseil de ma part, ne négligez aucun cours. La signalisation, je n'aimais pas ce cours en P1. Pourtant, j'ai essayé de le voir 2-3 fois pour avoir les bases. Parce que Monsieur Gilson ne va pas faire de gros pièges dans ces QCM, mais je laisse le tuteur répondre. Non, pour signalisation, la partie importante, c'est la dernière partie sur le cancer où on parle encore un peu de P53 et tout ça, parce que Gilson, vous le verrez quand vous ferez les annales, adore le cancer. Alors, et petite annonce, on est que deux, mais on va vous faire un post genre très bientôt. Je sais pas si vous avez vu, mais on est passé de 25 à 20 minutes et on a commencé à vous faire 15 QCM au lieu de 20. Et on a eu la confirmation du prof qu'il y aura 20 QCM. Donc, c'est un QCM par minute. Avec 9 pour la BDR et 11 pour la